Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième édition du Paris Cyber Show. J'ai le plaisir d'être avec Pierre Penalba. Pierre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes consultant, formateur cyber et commandant de police honoraire, ce qui veut dire que vous étiez de la police, Pierre. Tout à fait. Ouais, vous étiez membre de la police depuis les années 80. Je sais que vous m'avez dit je suis un dinosaure dans le métier. Justement, ça va nous donner l'occasion de revenir sur ce que c'était avant la police, notamment sur les questions de cyber, parce qu'avant il n'y avait rien. Vous avez dû tout construire, Pierre. Alors, j'étais pas le seul à tout construire, Évidemment. mais on a créé le premier groupe cyber en France dans les années 2000. Et notre groupe a été un pionnier, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien à part l'Oclit à Paris. Et on a dû tout installer, tout développer, mettre en place les techniques, les process d'intervention, savoir ce qu'il fallait faire, comment récupérer des preuves, comment récupérer les données, mettre au point aussi les techniques forensiques avec l'aide de logiciels qu'on avait achetés ou parfois pas vraiment. Mais voilà, on a mis vraiment tout en place à cette époque-là et le groupe a eu tellement de succès que maintenant il a été dupliqué dans toutes les villes françaises. Donc vous avez un groupe cyber dans toutes les grosses villes françaises. Comment on construit une protection au tout début où la menace émerge à peine? Qu'est-ce que vous avez identifié en premier comme voilà, il faut que la police soit présente sur ces sujets-là? Au début, c'était extrêmement amateur, alors de notre côté, mais c'était aussi extrêmement amateur du niveau criminel. C'est-à-dire que vous aviez beaucoup de criminels de façon indépendante qui travaillaient. Vous aviez un hacker, parfois un petit groupe, parfois c'était vraiment très limité. Et ils se protégeaient, mais assez mal. Donc on avait réussi à remonter plusieurs groupes de criminels, on a réussi à identifier pas mal de gens. Et du coup, il y a une évolution, c'est toujours la chasse, la lance et le bouclier. Et vous avez une évolution des techniques. Donc ils ont commencé à mieux se protéger, nous on a dû employer d'autres méthodes. Et on a vraiment vu une évolution. Et maintenant, la criminalité s'est vraiment professionnalisée. Vous avez une vraie mafia cyber qui est créée et qui est établie dans des pays étrangers la plupart du temps, mais avec des complices locaux. Vous avez ce qu'on appelle les vrais programmeurs sont très souvent dans les pays de l'Est et vous avez des gens qui achètent les programmes qui parfois sont locaux et qui vont utiliser des VPN pour se cacher, pour arriver à dissimuler leurs actions, mais ça leur permet de travailler en toute impunité. Et nous, notre boulot, enfin le boulot de mes collègues actuellement, c'est d'essayer de déterminer comment ils font, par quel canal ils passent et d'essayer de les identifier. Donc on essaye pour ça de récupérer des informations sur Telegram, sur Signal, sur toutes les plateformes sur le Darknet. Et toutes ces plateformes-là laissent de l'information filtrée, donc du coup on a de l'information qui remonte. Mais c'est extrêmement difficile d'être toujours au top niveau de ces techniques-là. C'est pour ça que moi j'encourage énormément les entreprises à se protéger. Parce que plus on est protégé, moins on risque de se faire hacker. Mais la protection, c'est pas obligatoirement énormément d'argent, c'est beaucoup de formation. Le facteur le plus faible dans une entreprise, c'est l'humain. À part certaines entreprises, mais la plupart du temps, c'est l'humain, et c'est l'humain qu'il faut former d'abord. Parce que 80% des incidents cyber viennent à la base d'un problème humain. Justement, à l'époque, la police, comme les hackers étaient amateurs sur ces sujets-là qui étaient nouveaux, comment vous et vos confrères ont réussi à se former sur des sujets qui étaient totalement nouveaux, une menace nouvelle et auxquels il fallait faire face assez rapidement? Alors nous, au tout début, on avait des forums, des sortes de forums de discussion, on se réunissait, on dialoguait, on avait des lettres cyber qu'on échangeait, c'était les tout débuts, hein. Et on se faisait même des foires d'échange de nos logiciels qu'on avait programmés nous-mêmes. Et maintenant, vous avez une communauté qui s'est créée, une communauté cyber police et gendarmerie, et qui échangent énormément. Et dans cette communauté, on échange les techniques pour remonter les gens, pour arriver à identifier, trouver les preuves, aller chercher le bon endroit les éléments. Et à cette communauté se sont joints les experts. Vous avez les experts cyber au niveau judiciaire, et ces experts cyber viennent dans cette communauté dialoguer avec nous et nous apporter leurs éléments, et nous on apporte nos techniques. Enfin maintenant je suis à mi-chemin entre les deux et je fais très souvent le lien entre les experts purs et les policiers techniques. Il y a tout un écosystème qui s'est formé finalement. Vous avez vu évidemment l'évolution des attaques cyber, de la menace. Aujourd'hui, elle a des seuils rarement atteints, si ce n'est jamais. Vous donnez évidemment des conseils et vous formez les plus jeunes et les moins jeunes sur ces notions.
Que faut-il faire pour se prémunir et essayer au maximum, même si le risque ne peut pas être à zéro, d'éviter les menaces cyber? Alors déjà, une formation de base minimale. À mon avis, il faudrait déjà passer un permis quasiment pour surfer sur le net, pour savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut ne pas faire, ce qu'on doit poster, ce qu'on ne doit pas poster. Bon, ça, c'est les bases. Mais quand on veut éviter d'être victime, il faut avoir un minimum de culture qu'on n'a pas. Et nos anciens particulièrement ne l'ont pas. Mais les jeunes non plus ne l'ont pas. Et vous avez énormément de jeunes qui se servent de leur TikTok, et qui vont poster des tonnes de vidéos, de photos, et qui vont se rendre vulnérables comme ça. Moi, j'ai des étudiants actuellement qui se rendent compte quand ils viennent dans mes cours qu'ils ont leur vie qui est exposée complètement. Et ils sont obligés après coup de procéder à du nettoyage de leur profil, du nettoyage des photos qu'ils ont postées. Voilà. Et ça pose des problèmes parce que une fois que vous l'avez balancé sur le net, quelque chose ne disparaît jamais totalement, quoi. Donc c'est un problème qui reste encore vraiment prégnant. Et ce qui est important, c'est de former les gens. Il faut vraiment faire de la formation, de la prévention. Après, il y a des outils à utiliser, en particulier des outils d'identification. Vous avez de plus en plus d'entreprises qui font de l'identification en utilisant la multi-authentification. Et ça, il faut vraiment passer par ces entreprises. Moi, je suis vraiment connecté avec plusieurs et j'en connais qui sont extrêmement performants dans le domaine et que je recommande chaudement. Justement, là, ces soucis et cette importance de la formation, de la sensibilisation, est-ce que ce soit la police, les entreprises, les particuliers, est-ce qu'il y a des moyens qui sont mis en place pour se former? Parce qu'il y a l'importance, mais est-ce qu'il y a la possibilité? La possibilité, il y a toujours la possibilité de se former. Après, c'est une question de moyens. Voilà, il faut passer du temps, investir, mais il existe des process qui permettent de faire de la formation sans que ça coûte cher à l'entreprise. Il y a des moyens, mais il faut avoir la volonté aussi. J'ai vu trop souvent des gens qui disaient « moi je ne peux pas être concerné » et qui venaient me voir quelques mois ou quelques années après en me disant « on s'est fait hacker, on a tout perdu » ou des entreprises qui ont même fermé à cause de ça. Vous avez des gens qui sont venus me voir, assister à des conférences, disant non, nous on n'est pas concernés, on ne sera jamais hackés. Ils se sont fait hacker. Et le problème, c'est qu'on en parle peu. Il y a des entreprises qui arrivent à s'en sortir, très bien, et d'autres qui sont complètement détruites. Par exemple, si on vous vole vos process de fabrication, si on vous vole le cœur d'idées que vous avez mis en place techniquement, ça va être extrêmement simple de le reproduire dans un autre pays. Je ne vais pas citer, mais vous avez des entreprises comme ça qui ont coulé. Simplement parce qu'on leur avait volé leurs process, leurs idées, un peu les clients aussi, mais surtout les process. Et ça a été recréé à des prix 10 fois inférieurs, même avec le shipping depuis la Chine. Et vous avez des entreprises qui ne peuvent plus travailler parce qu'on leur a volé leurs idées. Et ça, au départ, on se disait, on ne pourra jamais... Si, on peut tout voler. C'est pour ça qu'il faut se protéger, il faut mettre en place des solutions, justement, comme les Zero Trust, l'identification par empreinte digitale. Enfin, vraiment mettre en place des process qui permettent de surélever un peu sa sécurité et éviter de devenir un mouton de panurge qui se fait tondre dès qu'il y a un hacker. Parce que très souvent, le hacking, il y a 80% du hacking qui se déroule par l'intermédiaire du phishing. Le phishing, c'est lié à l'être humain, mais si on a mis en place des procédures de sécurisation avec justement des cartes, avec des éléments qui vont obliger la personne à se sécuriser, et à ce moment-là, vous obtenez une sécurité qui est supérieure et malgré le facteur humain, vous serez quand même sécurisé. La cyber, qui on le rappelle, est donc l'affaire de tous. Merci. Exactement. Pierre d'être venu sur le plateau d'Active for Business. Très bon salon. Merci.